Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le Glomar Challenger va s'arrêter dans cette région du Pacifique Nord pendant son tour du monde. L'équipage, naturellement, ignore tout de la mission secrète. C'est une évidence. À cette époque, les chalutiers soviétiques se trouvent dans cette zone et ils remplissent leur propre mission de renseignement alors qu'ils ne sont pas censés savoir exactement où leur sous-marin a sombré. Encore une fois, je le rappelle, ils sont incapables, les Russes, les Soviétiques, de déterminer où le sous-marin a sombré. Ça, c'est important. La tactique d'intimidation qui est en général mise en pratique par les chalutiers consistait à venir tout près des vaisseaux américains. En l'occurrence, la manœuvre va effrayer l'équipage et contraindre le Challenger à quitter la zone. Donc c'est pas si simple. Et le soir de leur arrivée, l'équipage du Glomar 2, trié sur le volet par la CIA, va apercevoir des chalutiers russes à l'horizon. Les hommes vont pouvoir observer distinctement 5 unités de renseignement soviétiques qui venaient dans leur direction et qui se rapprochaient. Les ordinateurs de bord, avec l'aide d'un satellite, continuent à guider le Glomar vers l'objectif, toujours sous la surveillance des chalutiers soviétiques tout proches. Les techniciens vont entreprendre de vérifier une dernière fois les appareils d'enregistrement vidéo, reliés par câble à la cage de la caméra, tandis qu'après avoir pris toutes les précautions nécessaires, ils font descendre la cage contenant la caméra, tout ça dans le plus grand secret. Encore une fois, les ordinateurs orientent sa trajectoire en analysant les signaux transmis par les détecteurs qui sont fixés au bout des câbles, sous le bateau, et grâce à un magnétomètre très précis, il a fallu plusieurs heures à la cage pour atteindre le fond, vous l'imaginez bien. Enfin, la coque du sous-marin va entrer dans le champ des projecteurs stroboscopiques, plus de 5 km sous le bateau, et la caméra va pouvoir transmettre des images nettes qui ont été aussitôt enregistrées sur la vidéo du Glomar 2. Alors, je m'arrête un instant et je fais un petit aparté. Dans votre tête, j'imagine, quand vous écoutez l'émission, vous voyez les images du Titanic. En fait. Eh bien, sachez que sans cette opération, nous n'aurions tout simplement jamais pu aller photographier le Titanic. C'est grâce à tout ça, grâce à tout ce que je vais vous raconter là, que les Américains ont réussi à obtenir le savoir-faire pour aller au fond des océans. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est pas pour rien que je vous raconte cette histoire. Les bateaux étrangers étaient là tout proches. Ils pouvaient faire des signes les uns les autres. Mais les Soviétiques vont pas tarder à se rendre compte qu'il se passe quelque chose et ils vont arriver assez près pour s'apercevoir que l'unité de forage ne se livre pas à son activité habituelle, une activité normale. Et quand le chalutier soviétique le plus rapproché va changer de cap et se diriger droit sur eux, vous imaginez l'inquiétude qui va gagner l'équipage. Et c'est alors qu'ils vont réaliser que le chalutier russe allait entrer en collision tout simplement avec le Glomar. Alors ils sont pris de panique et sans attendre les ordres, ils se précipitent désespérément pour actionner le treuil, remonter la caméra, mais c'est déjà trop tard. Je vous ai dit, il faut plusieurs heures pour que ça descende, il en faut encore plus pour que ça remonte. Le capitaine va donner l'ordre au responsable de la salle des machines de lever l'ancre en catastrophe. Mais la cage de la caméra se trouve très loin sous le bateau. Le câble se tend aussitôt et ne tarde pas à rompre. La caméra et son coûteux équipement coulent à pic. Et l'équipage se demande avec angoisse ce qui va se passer. Les responsables de la CIA avaient évidemment prévu l'éventualité d'une rencontre comme ça, mais ils ont même mis au point un signal de détresse codé pour laisser croire aux hommes d'équipage qu'on allait leur venir en aide. Comme les communications seraient probablement enregistrées par les services de renseignement soviétiques, le capitaine devait envoyer un message radio mentionnant la panne d'un moteur et des ennuis dans le système de communication. Le capitaine ordonne donc de couper l'un des moteurs pour que les observateurs ne puissent soupçonner la supercherie, mais privé de sa pleine puissance, le bâtiment de forage allait être incapable de distancer ses poursuivants et on craignait sur le bateau américain que les soviétiques ne tentent carrément un abordage. Encore une fois, c'est l'époque. La tactique employée rend leur embarcation vulnérable, la tension à bord va croissant. Si les Russes, si les Soviétiques se rendent compte de ce qui se passe, s'ils accèdent aux images, imaginez ce que ça peut provoquer. Et beaucoup, du coup, étaient persuadés qu'ils allaient être capturés, qu'ils allaient subir le sort de l'équipage du Pueblo. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire. Dans cette éventualité, les Soviétiques trouveraient donc à bord le matériel de renseignement fourni par la CIA et toute possibilité de récupérer le sous-marin
s'évanouirait avec. Et eux, et les soviétiques, eux, pourraient le récupérer. Enfin, en tout cas, tenter de le récupérer, puisqu'ils ont les mêmes problématiques. Évidemment, eux n'ont pas non plus les navires nécessaires pour aller à 5000 mètres sous l'eau. Sauf que le Glomar 2 bat lentement en retraite, suivi par la meute des chalutiers, que pour l'instant, ils n'ont pas encore accosté. Et tout à coup, le bateau stoppe dans une secousse. Ses hélices sont prises dans le filet d'un chalutier et il faut faire tourner le moteur à plein régime pour parvenir à les dégager. Vous voyez, on se croirait dans un film. Puis le navire finalement reprend sa route, mais toujours avec un seul moteur. Quant aux chalutiers, ils sont toujours là. Ils ne décrochent pas d'un pouce. Affolé, le capitaine décide d'envoyer un téléx à la station la plus proche. Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose. Mais évidemment, il n'y a aucune réponse. Tout en restant à distance, les Russes, finalement, semblent pas vouloir aborder, mais ils ne veulent pas non plus lâcher leur proie. Et ce n'est qu'à proximité des îles Hawaï qu'ils se mettent brusquement à décrocher l'un après l'autre avant de disparaître à l'horizon. Il n'y en a qu'un seul qui va continuer à suivre le bateau jusqu'au port d'Honolulu et se mettre en faction à l'entrée de la baie, attendant que le Glomar reprenne la mer. Et quand le Glomar va accoster, quelques hommes vont descendre et refuser carrément de remonter. La menace de la collision et la poursuite en mer, vous imaginez la tension, il y en a qui quand même ont perdu leur nerf. Même ceux qui ne se laissaient pas facilement impressionner, en fait, l'idée d'aller faire un tour en Sibérie, c'est pas trop leur truc, ça les a terrifiés. Aucune sanction n'a été prise à leur encontre de ces déserteurs, parce qu'il faut bien dire ce que c'est. La CIA veut éviter tout risque de fuite, mais elle refuse catégoriquement à ces hommes qui, suivant l'expression consacrée, avaient manqué de caractère, de participer à la suite des opérations. Donc ils vont être mis à l'écart, on ne sait pas où. Le Glomar a perdu un équipement de détection extrêmement coûteux, mais en fait la vidéo a été néanmoins enregistrée. On a des clichés très nets de l'épave, la mission est accomplie et donc il peut regagner sa base californienne sans problème. Bien entendu, sa présence a éveillé les soupçons des soviétiques, mais même après les manœuvres d'intimidation des chalutiers, les responsables de la CIA avaient le sentiment que les Russes ignoraient toujours l'emplacement exact de l'épave. Les ingénieurs de la CIA pouvaient donc construire maintenant la structure la plus adaptée à la récupération de l'engin soviétique. Alors on construit des maquettes sur lesquelles on va procéder à des essais dans des bassins reproduisant les conditions d'un voyage en pleine mer. Vous voyez, on s'y prend exactement comme on s'y prend avec la NASA pour aller dans l'espace. C'est incroyable. Alors on va superviser toutes les opérations. La CIA a reconnu l'étendue des compétences d'un certain gramme. Les films en couleur tournés à cette occasion montrent de grosses vagues grises se déversant sur le pont pendant la reconstitution d'une tempête. En 1971, les plans de la coque ont été approuvés et surtout on détruit les maquettes une fois que tout est approuvé. Il ne faut surtout laisser aucune trace. Le fameux Graham n'a été officiellement mis au courant du but réel de l'opération qu'au bout d'1 an de travaux. C'est vous dire à quel point c'était secret. Presque tous les ingénieurs qui travaillaient à la conception du bateau avaient des doutes sur le but avoué des équipements qu'on leur demandait de mettre au point. Encore une fois, on leur disait qu'on va récupérer des nodules. Ouais, tu parles. Il a fallu ensuite construire le Hughes Glomar Explorer et la péniche. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.